Il y a 2 ans, sur une plage à Noirmoutier, mon fils aîné ne m'a pas demandé « Papa, dessine-moi un mouton », mais m'a demandé « Papa, fais-moi une machine de Turing ». Alan Turing est un mathématicien anglais absolument génial qui est né en 1912. Après ses études au King's College à Cambridge, il va publier en 1936 un article fondateur intitulé « Sur les nombres calculables avec une application au problème de la décision ». Cet article se veut une réponse à un problème posé quelques années auparavant par David Hilbert. Existe-t-il une méthode effectivement calculable pour décider si une proposition mathématique est valide ou non? Pour répondre à ces questions, Alan Turing va imaginer une machine très simple, mais qui est totalement programmable et qui permet de tester toutes sortes d'algorithmes. Replaçons-nous un peu à l'époque. Les machines qui existent sont des calculateurs. Il n'y a pas encore d'ordinateur. Il existe déjà des gros calculateurs, on peut citer les machines Bull ou les machines IBM, qui permettaient de faire des statistiques sur des nombres très grands. Ces machines étaient capables de traiter un grand nombre de données, mais elles restaient définies dans leur fonction par leur construction. La question qui se pose à l'époque, c'est comment inscrire un programme sur ces machines-là. Et en fait, peut-on enregistrer un programme de la même façon que l'on enregistre les données? Donc Alan Turing se trouve à la charnière du passage entre les calculateurs et les ordinateurs, ce passage comprenant l'élaboration et l'enregistrement de programmes. Ce qu'on appelle la machine universelle de Turing, c'est son modèle de machine de Turing auquel on a rajouté un système permettant d'enregistrer les programmes de la même façon que les données. Et ces recherches d'algorithmes sur la machine de Turing vont lui être utiles quand il participera en Angleterre pendant la guerre de 39-45 au déchiffrage des messages allemands qui étaient cryptés avec une machine qui s'appelait la machine Enigma. Aujourd'hui, on considère que la machine de Turing peut résoudre tous les problèmes que résout un ordinateur, mais que la réciproque n'est pas vraie. Le prototype que j'ai réalisé est directement issu de la description faite par Alan Turing dans sa publication de 1936. L'organe principal de cette machine est un ruban que Turing a imaginé sous la forme d'une bande linéaire et infinie. Turing avait regardé de près le fonctionnement d'une machine à écrire et donc il avait retenu l'idée de caractères qui s'écrivent les uns à côté des autres, la machine à écrire permettant d'écrire un caractère à droite ou éventuellement par une touche de revenir sur un caractère à gauche. Turing avait laissé de côté l'idée de la touche de retour chariot qui permet d'écrire sur plusieurs lignes et avait imaginé une machine à écrire qui écrit sur une seule ligne. Alors pour réaliser concrètement ce ruban, ici il a été replié sous la forme d'un disque. Parce qu'évidemment un ruban infini ne peut pas être construit, mais avec un disque je n'ai pas un ruban infini mais j'ai un ruban illimité. Le ruban qui est ici est constitué de 100 cases dans lesquelles se trouvent des petits cylindres qui peuvent prendre 3 hauteurs. Pour résumer, on a un ruban donc replié sous forme d'un disque avec 100 cases et dans ces cases on peut écrire 3 symboles selon la position des petits cylindres. Alors, ils peuvent être totalement enfoncés, ils peuvent être à mi-hauteur ou ils peuvent être à pleine hauteur.
on dira que les symboles utilisables par cette machine de Turing sont blanc, 0 et 1. Après le ruban, Turing décrit une tête de lecture-écriture, c'est-à-dire un mécanisme qui peut lire ou écrire sur ce ruban. L'ensemble de ces deux pièces, le mécanisme de lecture-écriture. On va écrire 1. Le cylindre est monté complètement en haut. On va écrire 0. Le cylindre est à mi-hauteur. On va écrire blanc. Le cylindre est totalement enfoncé. Donc la machine peut écrire 1, peut écrire 0, peut écrire blanc. Alors ensuite, Turing nous parle d'un mécanisme de lecture. C'est une pièce qui va avancer et buter contre les cylindres. La position d'arrêt de cette pièce dépendant évidemment de la hauteur du cylindre. Alors ici, je lis 1. Le système nous donne la réponse sous forme d'une petite lumière verte. J'écris 0. Le système nous donne la réponse sous forme d'une lumière rouge. Je peux écrire blanc. Et le résultat de la lecture sera la lumière blanche. Donc ici, le mécanisme peut lire, écrire. Il peut aussi se déplacer. Je vais écrire 1 pour mieux voir le déplacement. Alors, on peut se déplacer d'une case à droite ou d'une case à gauche. Là, nous sommes exactement dans la description d'Alan Turing. Pour terminer la description de la machine, il faut parler de l'horloge du cycle. C'est exactement l'équivalent des quartz de nos ordinateurs qui envoient des impulsions dans les différentes parties de l'ordinateur pour exécuter des tâches. Donc chaque cycle commence par une lecture et ensuite le système envoie des impulsions sur le mécanisme d'écriture, le mécanisme de déplacement et le mécanisme de changement d'état. L'aiguille tourne à peu près à un demi-tour par seconde, on va être à peu près à 0,5 Hz. Évidemment, les quartz de nos ordinateurs tournent à des fréquences beaucoup plus élevées, on parle de gigahertz. Alan Turing nous dit, à tout instant, le comportement de la machine est déterminé par l'état dans lequel elle se trouve et par le résultat de la lecture. Ici, ce prototype respecte exactement cela, c'est-à-dire que l'état est enregistré sous forme d'un mécanisme, c'est un contacteur rotatif, donc qui est arrêté sur un état, et par là même, ça constitue la mémoire de l'état. Et ensuite, ici, il y a 3 relais qui enregistrent le résultat de la lecture. Dans le cas présent, la machine est à l'état 5 et le résultat de la lecture, j'ai un rouge, donc le résultat est 0. Donc la machine est dans l'état 5, elle a lu 0. Eh bien, on a ici une feuille, la ligne qui correspond à l'état, c'est la première colonne 5, et au résultat de la lecture, c'est la deuxième colonne. Donc, la machine va exécuter les instructions qui sont sur cette ligne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, les 3 premières colonnes, c'est ce qu'elle peut écrire. Elle peut écrire blanc, 0 ou 1. Les colonnes sur fond jaune, c'est le déplacement de la machine. Elle peut se déplacer à gauche ou à droite. Et les colonnes ici, ce sont les nouveaux états possibles pour la machine après avoir écrit et s'être déplacée. Donc après, elle peut prendre des états de 1 à 12. Si elle prend l'état 12, eh bien, elle va s'arrêter puisque c'est l'état final. La programmation de la machine, c'est-à-dire les instructions qu'on va lui donner, c'est-à-dire en fait l'application d'un algorithme, se font de la façon suivante, avec ces feuilles qui vont être perforées. Alors par exemple, eh bien, si je fais un trou dans la colonne 1, je ne sais pas si ça va être commode, enfin bon. Voilà, donc ici, à l'état 5, si elle lit 0, je lui dirai, il faut écrire 1. Ensuite, je pourrais lui dire, il faut se déplacer à gauche. Je lui dis de se déplacer à gauche et par exemple après, je vais lui dire de passer à l'état 6.
Voilà. Donc, si elle est à l'état 5, qu'elle lit 0, j'écris 1, je me déplace à gauche et je passe à l'état 6. Ces feuilles-là, perforées, correspondent exactement aux fiches perforées des premiers ordinateurs, et c'est une façon de lui donner des instructions. Alors évidemment, une feuille comme celle-ci, avec le nombre de cases que l'on peut perforer, représente là des millions de millions de millions d'algorithmes possibles à essayer sur la machine de Turing. Rechercher une séquence et remplacer les zéros par des 1. La machine va utiliser deux états. Pour chacun d'eux, on voit les instructions que la machine devra exécuter. Sur le ruban, je vais mettre une séquence de 0 et de 1, qui peut être absolument quelconque. Là, je mets 0, 1, 0, 1, 0. On dit la machine doit trouver une séquence et remplacer les 0 par des 1. Tant qu'elle trouvera un blanc, elle se déplace à droite pour rechercher une séquence qui a été écrite ici à droite de la tête de lecture-écriture. Et ensuite, on lui dit, quand tu trouves un 0 ou un 1, tu passes à l'état 2. Quand elle sera sur la séquence, on lui dit, si tu lis un 0, tu écris 1 et tu vas à droite. Si tu lis un 0, tu écris 1 et tu vas à droite. Et si tu lis 1, tu vas simplement à droite. Donc comme ça, elle va parcourir la séquence en allant à chaque fois d'un cran à droite. Et quand elle sera au bout, elle va retomber sur un blanc. Et donc, on lui dit de passer à l'état 12, qui va provoquer l'arrêt de la machine. Donc elle aura fini sa tâche. La feuille des instructions se place derrière la machine. Voilà, qui comprend les lignes qui correspondent aux 12 états. Pour chaque état, on voit qu'on a 3 fils, un blanc, un vert et un rouge, et ça correspond à 3 lignes horizontales dans cet ensemble ici, qui est une matrice de points, donc avec les lignes pour les instructions et les colonnes pour récupérer le travail à faire, la tâche à exécuter. Fonctionnement. Voilà, donc elle lit blanc, elle se déplace à droite, ça c'est l'état 1, c'est la première tâche à faire. Là, elle va lire un 0, donc elle va passer à l'état 2. L'état 2, on lui dit si tu lis un 0, tu écris 1, tu vas à droite, si tu lis 1, tu vas à droite, etc. Elle lit 1, elle se déplace à droite, elle ne fait rien. Elle lit encore un 0, elle écrit 1, elle se déplace à droite. Et là, elle va lire un blanc, donc elle va passer à l'état final, l'état 12, et elle va s'arrêter. Elle a terminé l'exécution de ce petit algorithme. Alors il est spécialement simple parce que là, les deux états correspondent à deux tâches différentes. Ce n'est pas le cas en général. La conjecture de Syracuse concerne une suite de nombres. Si un nombre est pair, le suivant, c'est la moitié de ce nombre. Si un nombre est impair, le suivant, c'est 3 fois ce nombre plus 1. La conjecture de Syracuse est la conjecture selon laquelle, quel que soit le nombre initial, la suite de Syracuse finira par passer par la valeur 1. Ce résultat n'est pas à l'heure actuelle démontré, mais la machine de Turing va nous permettre de le vérifier sur différents cas. Vérification de la conjecture de Syracuse en partant du nombre 7, c'est-à-dire en binaire 1, 1, 1. Démarrage. 7 est un nombre impair, donc le suivant doit être 3 fois 7 plus 1, c'est-à-dire 22.
Voilà la conjecture de Syracuse qui a été vérifiée simplement sur la valeur 7 au départ. Il n'y a pas de processus, c'est purement mécanique et c'est purement les idées de Turing. C'est brutalement, le concept de Turing, c'est assez énorme.